Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Panorama mondial du développement durable. Avec Émile H. Mallet, Passage 2004. Les nouvelles régulations électriques. Ouvrage collectif sous la direction de Michel Lapeyre. Éditions Hermès, EGEM Génie électrique 2012. Intelligence stratégique et géostratégie. Collection dirigée par Viviane Ducastel. La collection Intelligence stratégique et géostratégie vise à mieux comprendre les évolutions du monde découlant de la nouvelle donne géopolitique en construction. Le recours à l'intelligence stratégique et à la géostratégie sont des incontournables du décryptage du monde. Les éditions L'Harmattan ont souhaité éclairer les lecteurs sur les changements géostratégiques en créant cette collection Intelligence stratégique et géostratégie. Celle-ci se donne pour objectif de présenter des analyses et des mises en relation d'événements internationaux, ainsi que des projections de la géographie et des composantes intrinsèques des États, face à un contexte spécifique dans une perspective stratégique. Déjà paru. Fanny Ekowal, Être femme, une chance. Quelle stratégie pour une vraie égalité ? 2014. Jeanne Riva, Europe à géométrie variable, la survie de l'UE, 2013. Chantal Revaud-Dallon, Feulepsy 2013. Julie Elie, Nous ne sommes pas des quotas. Manifeste contre la discrimination positive, 2013. Jeanne Riva, La difficile cohabitation État-nation-Europe, 2013. Henri Prévost, Moins de CO2 pour pas trop cher. Proposition pour une politique de l'énergie, 2012. Thierry-Jacques Laurent, Camus et De Gaulle, 2012. Jacques Darocha Gao, Je t'aime, 2012. Paul Ohana, Mon père au cœur du judaïsme marocain, 2012. Henri Prochor, Israël-Palestine, vers une paix historique. Le scénario d'une sortie de crise au Proche-Orient, 2012. Isabelle Tisserand, La prise en charge du choc en situation de crise, 2012. Préface. Préfacer un ouvrage dont on partage l'essentiel, à la fois par les problématiques exposées qu'au niveau des scénarios envisagés sur l'avenir énergétique, l'environnement et les interférences sur la croissance, peut paraître un exercice convenu. C'est vrai au premier abord, parce qu'on s'intéresse en priorité à ce qui concourt à une réflexion partagée, quitte à en ensemencer les perspectives, mais il y a aussi l'exigence intellectuelle née d'un travail scientifique en commun avec Jean-Pierre Hauet, au sein du groupe Passage ADAPES, depuis de nombreuses années et qui oblige à une relecture attentive et critique de cette somme de considérations savantes pour comprendre l'énergie. Jean-Pierre Hauet est à la fois un pédagogue de la transition énergétique, ce qui est précieux tant on dit tout et n'importe quoi sur ce concept économique, environnemental et stratégique, et un praticien de terrain puisqu'il exerça des fonctions de responsabilité dans l'industrie après de brillantes études d'ingénieur. Autant dire que l'auteur sait de quoi il parle en déclinant les tenants et les aboutissants du sujet énergétique, et il le fait avec une démarche pluridisciplinaire. Nous sommes donc en présence d'une véritable clinique énergétique, avec un diagnostic établi à partir des symptômes industriels et environnementaux et un pronostic prenant en considération les progrès de la science et des techniques, et la volonté de coopération des différents acteurs. Des principes de la thermodynamique à l'examen minutieux des applications technologiques, des répercussions économiques aux effets sociaux, de la disponibilité des ressources aux incidences écologiques et environnementales, Jean-Pierre Hauet cherche à approcher la vérité mouvante du futur de l'énergie pour conclure scrupuleusement qu'il ne s'annonce pas facile. On ne saurait mieux dire quand l'honnêteté prime. Dans une période où pullulent les idées fausses et les partis pris mal informés, au nom du principe sacré et manipulateur qu'il ne saurait y avoir de savoir acceptable au-delà de la transparence exigée par les sociétés civiles, et d'un principe de précaution dilaté jusqu'à inhiber tout risque industriel, parler de la transition énergétique oblige à un effort cartésien qui peut s'avérer en décalage avec la béatitude et la bien-pensance écologiste. Dans un registre responsable et modérément optimiste, on peut considérer qu'une transition énergétique raisonnée et raisonnable, où les besoins des hommes et les contraintes naturelles et technologiques seraient correctement objectivés, pourrait aider à guider une économie soucieuse de l'industrie et du numérique,
de la préservation de l'environnement et de l'accompagnement social. Ainsi charpentée, la transition énergétique peut favoriser l'amorce d'un nouveau modèle de développement économique, promouvant autant la croissance pour corriger les asymétries de développement que la solidarité en permettant l'accès à l'énergie au plus grand nombre et le respect de tous les environnements naturels, au premier chef du climat dont il devient impérieux de freiner le réchauffement. Dans son inventaire sur la géographie énergétique mondiale, Jean-Pierre Houet a raison d'insister sur la diversité des situations observées en fonction des ressources disponibles, des mix énergétiques, des inégalités de développement, des comportements individuels et des modèles économiques et sociaux, et de préciser judicieusement que le temps de l'énergie est le temps long. On pourrait ajouter que l'énergie, par ses diverses implications, est une ressource à potentialité politique et stratégique, connectée sur la richesse des nations et les évolutions des modes de vie. Quand on songe qu'il y a 1 siècle et demi on lisait à la lueur de la bougie, et que l'on se chauffait au charbon de bois avec une espérance de vie de moitié inférieure à celle d'aujourd'hui, on mesure tous les progrès dont nous sommes redevables à la fée électricité. Ce travail prospectif est établi à partir d'une chronologie qui va de 1973 à un présent crispé sur le réchauffement climatique et établit sa balise du futur de l'énergie au milieu du XXIe siècle. Ce temps long qui démarre à la fin de l'opulence économique des 30 Glorieuses, remonte au premier choc pétrolier et passe en revue avec minutie un état des lieux des ressources disponibles, conventionnelles et renouvelables, mais aussi des huiles de schiste et du nucléaire et de ce qu'il faut attendre de l'efficacité énergétique et de tous les procédés technologiques de décarbonation, est un outil précieux pour les acteurs publics et privés en quête d'une information objective en vue de la prise de décision et des choix des apostrophes. Investissement. L'énergie mélange les temps sans ignorer les événements. C'est autant un facteur majeur économique qu'un curseur de civilisation. S'en tenant toujours à un point de vue de scrutateur responsable, Jean-Pierre Houet évite toute prophétie incantatoire et reconnaît humblement que l'avenir de l'énergie est pavé d'incertitudes. À propos de la décarbonation de l'énergie, dont on peut penser raisonnablement qu'il n'y a pas d'autre choix si on veut éviter une catastrophe naturelle, l'auteur constate avec lucidité que des évolutions positives sont en cours, mais que le chemin de la transition énergétique restera aléatoire tant qu'un prix du carbone relativement homogène n'est pas envisagé partout dans le monde. Personne ne s'offusquera de ce constat de principe et plein de bon sens, sinon pour observer que la mondialisation est autant régie par les bons sentiments que par les égoïsmes des nations, particulièrement de ces nationalismes énergétiques en cours dans les pays émergents. Aussi, une vigilance environnementale s'impose-t-elle et la création d'une institution onusienne des énergies serait-elle un observatoire bienvenu pour prendre le pouls de la planète énergétique. La fin du XXe siècle et les premières décennies du XXIe siècle ont sonné le glas d'une Europe triomphante. L'unilatéralisme américain a disparu, laissant place à une mondialisation éclatée où sont apparues quelques grandes économies émergentes, des pays toujours en recherche de développement mais aussi une Europe stagnante. Ce bouleversement stratégique, qui s'accompagne d'un affaissement des idéologies et de fragmentation sociale, n'est pas sans conséquences énergétiques instructives et préoccupantes à l'échelle de la planète. Les États-Unis ont certes perdu leur leadership mondial, mais ils doivent à une indépendance énergétique, recouvrée miraculeusement grâce à l'exploitation des gaz de schiste, une revigoration de leur économie. La Chine et d'autres pays émergents sont devenus à la fois des producteurs et des consommateurs majeurs d'énergie, illustrant avec éloquence que l'énergie est un bien et un service économique porteur de croissance et de développement. Quant à l'Europe, dont la France, Jean-Pierre Houet pointe la faille d'une frugalité énergétique assise sur une préoccupation environnementale obsessionnelle. Si personne ne saurait remettre en cause la nécessité impérieuse de lutter contre le réchauffement climatique, il faut aussi faire montre d'audace non politiquement correcte en disant qu'il n'y a pas de conquête économique durable sans recherche de souveraineté énergétique pour asseoir la sécurité des approvisionnements, et ne pas s'endetter outrageusement sur les marchés extérieurs des hydrocarbures. En somme, ce livre vient à point nommé pour mieux comprendre l'énergie et préparer quelques transitions économiques au service des nouvelles générations. Émile H. Mallet. Introduction.
Depuis le premier choc pétrolier de 1973 à 1974, les questions énergétiques occupent une place de premier rang sur le devant de la scène des débats politiques, économiques et sociaux. L'énergie est consubstantielle au développement économique et humain. Chacun sait que c'est grâce à l'énergie que des progrès immenses ont été réalisés au cours des siècles et ont permis à l'humanité de mieux vivre. Aujourd'hui encore, de nouveaux pays abordent la modernité grâce aux énergies auxquelles ils ont accès. Pendant de longues années, l'accès à l'énergie fut si simple et si évident qu'il ne venait pas à l'esprit de beaucoup qu'un jour elle pût manquer. La première crise pétrolière de 1973 à 1974 constitua un choc majeur qui marqua la fin des périodes de développement facile qu'on appellera plus tard les 30 glorieuses. À l'époque, le monde industrialisé prit peur. Peur de l'épuisement des ressources, peur d'être assujetti à passer sous les fourches caudines des producteurs pour y avoir accès, peur des conflits qui pourraient en résulter, peur de manquer. Les gouvernements occidentaux réagirent avec vigueur. Les pays consommateurs inscrivaient alors leur action dans une logique de rapport de force avec l'OPEP. Dès 1974 était créée l'Agence internationale de l'énergie, dont la mission initiale était de coordonner les politiques énergétiques des pays membres, afin d'assurer la sécurité des approvisionnements. Cependant, les réponses furent essentiellement nationales. En France, un vaste programme nucléaire fut engagé, l'Agence pour les économies d'énergie, AEE, créée, la production charbonnière quelque peu relancée et tout un ensemble de mesures visant à limiter les consommations et à diversifier les approvisionnements mis en place. À l'époque, les préoccupations étaient axées sur les problèmes d'accès aux ressources en hydrocarbures et sur la dérive des prix du pétrole qui était résulté de l'embargo décidé par les pays producteurs. On prévoyait un épuisement des ressources en pétrole à l'horizon de 30 ou 40 ans, et le monde découvrait qu'il y avait urgence à s'y préparer. Assurer la sécurité et contenir les coûts des approvisionnements étaient ainsi les deux impératifs majeurs qui sous-tendaient la politique de la plupart des pays et de la France en particulier. Une réplique du séisme de 1973 à 1974 intervint en 1979 qui entraîna le prix du pétrole vers des niveaux inconnus jusqu'alors. La hausse des coûts d'approvisionnement porta une nouvelle estocade à l'économie française déjà fragilisée par le premier choc pétrolier. La balance du commerce extérieur se trouva à nouveau profondément déséquilibrée, mais l'alerte fut relativement passagère car dès 1986 le contexte géopolitique et économique conduisit à un contre-choc pétrolier ramenant le prix du baril aux environs de $10 américains. Pendant ce temps, un phénomène qui allait se révéler majeur intervint. La prise de conscience que l'homme pouvait avoir un impact sur l'atmosphère plus important qu'il ne l'imaginait. Après le trou dans la couche d'ozone, l'effet de serre commence à occuper la une des médias. Les rapports et les déclarations alarmistes s'enchaînent, et les Nations Unies se saisissent du problème. Si le climat a toujours constitué une préoccupation essentielle dans l'histoire de l'homme, pour la première fois se trouve posée la question de la survie de l'humanité. À la fin des années 1990, on croit avoir trouvé une voie de salut. Les Nations Unies rangent les pays en deux colonnes, les pays développés d'une part, les pays moins avancés d'autre part. Elles demandent aux premiers de modérer leurs émissions de gaz à effet de serre, et à tous de développer de nouvelles formes d'énergie dans le cadre notamment d'un mécanisme de développement propre. Mais à partir des années 2000, la mécanique s'enraye. Les États-Unis refusent de ratifier le protocole de Kyoto, réalisant notamment que la dichotomie qu'il institue entre les pays est dépassée, et que la Chine en particulier ne peut plus être exonérée d'engagement. Les conférences internationales sur le climat se succèdent mais sans succès tangible. Le doute s'installe, et le mouvement des climato-sceptiques gagne du terrain malgré l'évidence quasi quotidienne du réchauffement des températures et malgré la survenance de plus en plus fréquente d'événements climatiques majeurs. Pourtant, l'Union européenne continue à y croire, et poursuit la course en tête dans la relève du défi climatique. La politique climat tient lieu de politique de l'énergie. Des mesures volontaristes mais coûteuses sont prises pour réduire les émissions de CO2, promouvoir les énergies renouvelables et accroître l'efficacité énergétique. Mais la crise économique et financière de 2008 survient alors que les prix du pétrole sont à nouveau au plus haut.
On croit la crise passagère mais elle perdure et devient multiforme, financière, économique, sociale. Le chômage s'aggrave et les déficits publics s'empilent. On réalise que c'est vraiment la fin d'une époque. L'Europe et la France passent sur la défensive. Pendant ce temps, les pays émergents poursuivent leur croissance à un rythme plus rapide qu'aucun ne l'avait imaginé. La Chine devient le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète, et s'inquiète moins que l'Europe des retombées de l'accident nucléaire de Fukushima tant l'approvisionnement en énergie est pour elle un impératif vital. En France, certains voudraient faire croire que l'énergie n'est plus un levier indispensable au progrès économique et social. On berce l'illusion d'un bonheur collectif fondé exclusivement sur la sobriété, l'efficacité et les énergies vertes. Les slogans font florès, la croissance sobre, le facteur 4 et plus récemment la transition énergétique. Mais la thermodynamique est têtue. L'énergie demeure nécessaire aux activités humaines, même si le ralentissement économique et la délocalisation de beaucoup d'activités industrielles laissent penser que l'on a trouvé la pierre philosophale permettant de découpler durablement la croissance économique de la consommation d'énergie. La situation est devenue très complexe. En 1974, les pays industrialisés, dont la France était plus clairement qu'aujourd'hui l'un des leaders, dominaient le monde. Il n'y avait pas de clivage entre la crise que traversait le monde et celle à laquelle notre pays avait à faire face. Les pays émergents étaient encore peu présents, et la préoccupation climatique restait balbutiante. Aujourd'hui, la France est un acteur parmi d'autres, confronté au problème général de l'énergie mais avec ses propres problèmes et il n'y a plus coïncidence entre les deux. La toile de fond planétaire est avant tout le problème du climat, et celui des risques de conflits liés à l'accès à des ressources très inégalement réparties même si leur épuisement reste lointain. Les problèmes de la France, ce sont la sécurité d'approvisionnement et l'efficacité économique. Emploi, compétitivité de nos entreprises et maintien du pouvoir d'achat des ménages. C'est entre les trois piliers du trilemme, climat, sécurité et efficacité économique, que la France doit définir une trajectoire répondant à ses préoccupations propres tout en prenant en compte l'intérêt général. On ne peut pas se contenter de transcrire au niveau national des lignes d'action qui font sens au niveau international, mais qui n'intègrent pas les préoccupations propres à nos concitoyens. Il ne s'agit pas pour autant de piloter à vue, il faut voir loin car le temps de l'énergie est le temps long. 2050 est le bon horizon auquel il faut à présent se projeter. Nous avons à présent dépassé la mi-chemin entre 1974 et le milieu du siècle, et des problèmes considérables restent devant nous. La question de la rénovation du parc des logements existants est identifiée en France depuis des décennies. Au rythme actuel, il s'amplifie plus qu'il ne se résorbe. Le programme des transports et de leur dépendance vis-à-vis des hydrocarbures est un problème prégnant. Il explique à lui seul la moitié de notre déficit commercial. Il faudra des décennies pour lui apporter une solution technique et économique. Nos centrales nucléaires ont à présent 29 ans de moyenne d'âge. La plupart n'atteindront pas l'horizon 2050 et nous risquons d'avoir à faire face à un effet falaise, impressionnant lors de leur retraite. Il faut s'y préparer. Dans quelle mesure peut-on faire confiance aux énergies renouvelables pour les remplacer ? Mais nous n'avons plus les leviers pour mener une politique énergétique dirigiste, comme celle de années 1970 à 80. La concurrence et la dérégulation se sont imposées et un retour en arrière n'est plus possible en admettant qu'il fût souhaitable, nous n'en avons plus au demeurant les ressources. La dette publique est passée en 35 ans de 21% à 90% du PIB. Les problèmes sont cependant devant nous, et il faut les traiter. L'énergie ne se contente pas de mots, de formules, d'incantations. Elle nécessite des choix et des investissements pour les mettre en œuvre. Ces choix sont politiques, mais ils ne sont pas que politiques. Ou plutôt, la politique doit accepter de prendre en compte les données physiques, techniques et économiques auxquelles elle viendra tôt ou tard se heurter si elle voulait les ignorer. Le présent voyage au centre de l'énergie n'apporte pas de solution miracle. Il vise simplement à mieux faire comprendre la problématique de l'énergie, pour essayer de lui apporter une réponse aussi rationnelle que possible dans une optique d'espoir de retour vers une croissance raisonnable. Faire comprendre les problèmes, c'est déjà pour partie en faire accepter les solutions. Vis-à-vis des questions énergétiques, l'opinion reste très divisée.
Elle reçoit des messages contradictoires et est prête à s'enflammer pour des solutions intellectuellement et humainement séduisantes. Mais la réalité est plus difficile, et le compromis est souvent nécessaire. L'acceptabilité des solutions, indispensable à toute politique énergétique, se trouvera simplifiée si les problèmes sont posés dans un cadre rationnel et apaisé. Chapitre 1 Qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie est le principal trait d'union entre l'économie et l'écologie. Pour l'économiste, c'est le moteur de l'activité et donc de la croissance. C'est l'énergie qui permet à l'homme de se déplacer, de se chauffer, de transformer la matière, d'usiner le produit. Bref, de mettre en œuvre tous les processus qu'il a au fil des siècles imaginés et développés pour améliorer son confort et répondre à ses aspirations. L'énergie a ses filières avec, pour chacune, des sources fossiles ou renouvelables, des caractéristiques propres, des avantages et des inconvénients, notamment en termes de coûts pour les individus et pour la collectivité. L'écologiste s'intéresse moins aux vertus intrinsèques de l'énergie qu'à ses externalités. Côté source, l'épuisement des ressources naturelles et les nuisances de tous ordres que peut engendrer leur exploitation sont regardés avec attention. Mais le transport, la transformation, la distribution, l'utilisation de l'énergie rentrent également dans la problématique complexe des débats sur son empreinte écologique. Plus que toute autre activité humaine, l'exploitation et l'utilisation des ressources énergétiques appellent une évaluation environnementale, comptabilisant, afin de la minimiser, la pression exercée par les hommes sur les biens naturels. Pour l'économiste comme pour l'écologiste, l'énergie est une matière première que l'on peut exploiter, transformer, façonner, transporter, distribuer, utiliser et si possible recycler. Elle est encore abondante mais elle est de plus en plus chère. Il faut donc l'utiliser de façon ménagère et s'efforcer de substituer aux énergies rares et chères des énergies renouvelables, à l'empreinte écologique moins forte. On sait que par ses guerres successives, Louis XIV vida les caisses du royaume et demanda à tous ses sujets de faire fondre leur vaisselle d'argent. C'est ainsi que l'orfèvrerie d'étain acquit ses titres de noblesse et vint orner les vaisseliers et les tables de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie française. Mais au XIXe siècle l'étain fut délaissé en faveur de la faïence et de la porcelaine, moins chères et plus faciles à produire. Aujourd'hui, c'est la mélamine qui vient renouveler les arts de la table. Alors ce qui est valable pour la plupart des matières premières, ne l'est-il pas également pour l'énergie ? Pourquoi attendre autant avant de migrer vers des formes d'énergie douce ? Et au fond, pourquoi ne pourrait-on pas se passer complètement d'énergie ? Mais la collusion entre l'économiste et l'écologiste s'arrête là, et la comparaison entre énergie et matière première a ses limites. L'économiste est davantage un homme de chiffres, et pour le physicien qui sommeille quelque part en lui, l'énergie est un curieux produit. L'énergie se conserve et ne disparaît jamais, dans un système isolé du moins selon le premier principe de la thermodynamique. Il n'y a pas à proprement parler de consommation d'énergie, et il n'est pas possible de la comptabiliser. Il n'y a pas en conséquence de perte d'énergie, ni d'énergie renouvelable car l'énergie ne peut ni se créer ni disparaître. S'il n'y a pas de consommation d'énergie, il ne peut pas y avoir non plus d'économie d'énergie, notion pourtant fortement médiatisée depuis la création en 1974 au lendemain de la première crise pétrolière de l'Agence pour les économies d'énergie, AEE. Un exemple simple aide à comprendre l'ambiguïté de la notion. Un individu qui installe une pompe à chaleur fait-il des économies d'énergie ? Oui, si l'on considère qu'il est vertueux d'affecter une partie de son épargne à l'acquisition d'une telle pompe, et qu'ainsi on économisera de l'électricité ou toute autre forme d'énergie chère. Non, si l'on considère que nonobstant l'installation d'une telle pompe, il continuera peut-être à ouvrir les fenêtres à contretemps ou à se chauffer à l'excès. Il utilisera toujours la même quantité d'énergie pour se chauffer mais l'électricité, fluide à haute valeur énergétique, lui aura permis de transférer grâce à la pompe à chaleur une partie de cette énergie depuis l'environnement extérieur vers sa maison, que cet apport réputé gratuit provienne de l'eau, de l'air ou de la terre. L'énergie existe en effet sous différentes formes et toutes les formes d'énergie ne sont pas équivalentes. Dans certains cas l'énergie est un travail ou est aisément transformable en travail. C'est typiquement le cas de l'électricité. Mais dans d'autres cas,
L'énergie n'est qu'énergie calorifique ou chaleur et cette chaleur n'a pas la même valeur selon qu'elle est à haute ou à basse température. Mais il faut aussi tenir compte de l'énergie radiative transmise notamment sous forme de rayonnement électromagnétique ou lumineux. L'énergie peut provenir d'origines très diverses que l'on appelle communément des sources d'énergie. Énergie fossile charbon, gaz, pétrole, énergie nucléaire, énergie solaire, énergie électrique, énergie chimique, énergie thermique, énergie de la biomasse, biomasse sèche, biomasse humide, biocarburant. Certaines sont intermittentes, d'autres ne le sont pas. Certaines sont qualifiées de renouvelables, mais elles ne le sont que par rapport à un référentiel propre à l'homme. Par rapport à un référentiel plus vaste ou plus permanent, elles ne le sont ni plus ni moins que les autres formes d'énergie. En outre, la distinction entre ces différentes formes d'énergie prête à débat et n'a valeur que de référence usuelle. L'énergie solaire sous toutes ses formes, photovoltaïque, thermique, éolienne, biomasse, hydraulique, géothermique de surface, n'est qu'une manifestation de l'énergie nucléaire de fusion développée au centre du Soleil. L'énergie géothermique profonde est une manifestation de l'énergie nucléaire de fission développée au sein des profondeurs de la Terre. En toute rigueur, il ne faudrait considérer comme énergie première que l'énergie nucléaire, l'énergie gravitationnelle et l'énergie de rotation de la Terre. L'énergie marémotrice est ainsi très majoritairement d'origine gravitationnelle, Lune et Soleil, mais ces formes d'énergie première peuvent se combiner entre elles et donner par exemple naissance à l'énergie hydraulique, solaire donc nucléaire plus gravitation de la Terre ou à l'énergie des vents, solaire plus rotation de la Terre. Dans certains cas, il est possible de définir une fonction d'état que l'on appelle énergie potentielle, qui caractérise l'état d'un système plongé dans un champ de force donné. Mais un tel potentiel ne peut être défini que lorsque ce champ est conservatif, c'est-à-dire que le travail développé par la force ne dépend que de l'état initial et de l'état final. La force électrique et la force gravitationnelle sont conservatives. Les forces de frottement et de pression ne le sont pas. En outre, tout potentiel n'est défini qu'à une constante additive près. L'ambiguïté des statistiques. Tout ceci concourt à rendre la notion d'énergie difficile à caractériser, à quantifier et à comptabiliser. Pour contourner ces difficultés, les économistes et les statisticiens ont inventé les concepts d'énergie primaire et d'énergie finale. Ces concepts sont source de confusion et n'ont d'ailleurs pas partout la même définition. La notion d'énergie primaire laisse par exemple à penser qu'il s'agit d'une forme d'énergie première dont tout serait issu. La notion d'énergie finale serait quant à elle destinée à rendre compte de l'énergie livrée au consommateur et utilisée par lui pour la satisfaction de ses besoins, déduction faite des pertes intervenant aux différents stades de la production, de la transformation et du transport de l'énergie. Mais il ne s'agit là en fait que d'indicateurs statistiques, très utiles mais contestables s'ils sont utilisés à mauvais escient. La question posée est en effet celle des coefficients d'équivalence entre les différentes formes d'énergie, électrique et thermique notamment, afin de parvenir à un agrégat unique exprimé dans la même unité. Mais vouloir agréger entre elles des formes d'énergie différentes est mission impossible, sauf s'il s'agit de formes d'énergie comparables, c'est-à-dire aux caractéristiques voisines et relativement interchangeables entre elles. C'est ainsi qu'historiquement on a trouvé commode de concaténer le pétrole, le charbon et le gaz en tonnes d'équivalent charbon ou TEC, puis de façon plus moderne en tonnes d'équivalent pétrole ou TEP. Ainsi est née une comptabilité en énergie primaire, concept initialement assimilable à celui d'énergie disponible dans la nature et transformable à différentes fins. Curieusement, on notera que l'acronyme TEP peut également se lire tonnes d'énergie primaire, et la confusion entre les deux lectures est souvent faite. L'électricité pose un problème compte tenu de ses spécificités. C'est une forme d'énergie transformable en énergie thermique, effet Joule, mécanique, moteur, chimique, électrolyse, accumulateur, lumineuse, éclairage, toute forme d'énergie qui constitue autant de formes d'énergie finale telles qu'elles sont utilisées par les consommateurs. Mais l'électricité ne se rencontre pas à l'état natif dans la nature. Elle a résulté historiquement de la transformation de l'énergie hydraulique, puis des énergies fossiles dans des centrales électriques. Plus récemment sont apparues l'énergie nucléaire puis les énergies renouvelables. L'électricité est ainsi une forme d'énergie secondaire,
un vecteur intermédiaire entre les énergies primaires et les énergies finales. Lorsque l'électricité d'origine nucléaire a commencé à se développer, il est apparu acceptable de l'intégrer dans les bilans en énergie primaire avec un coefficient d'équivalence entre MWH et TEP, égal au rendement moyen des centrales thermiques. Ainsi est né en 1972, le coefficient d'équivalence unique de 1 MWh égale 0,222 tonnes équivalent pétrole correspondant à un rendement moyen des centrales de 38,7%, coefficient qui succédait au coefficient de 0,4 tonnes équivalent charbon par mégawattheure soit 0,27 tonnes équivalent pétrole par mégawattheure utilisé antérieurement. Mais avec le développement des énergies renouvelables, il est apparu qu'il n'était plus convenable de faire supporter par ces énergies dans les statistiques en énergie primaire des pertes correspondant à un rendement de 38,7%. En 2002, la France a décidé de s'aligner sur les conventions préconisées par l'Agence internationale de l'énergie et adoptées par d'autres organisations internationales dont Eurostat, selon lesquelles, dans les statistiques en énergie finale, le MWH électrique est comptabilisé selon son équivalent physique. 1 MWh égale 0,086 tonnes équivalent pétrole. Dans les statistiques en énergie primaire, l'électricité d'origine nucléaire est comptabilisée selon l'équivalence. 1 MWh égale 0,260 606 tonnes équivalent pétrole. Rendement supposé de 33%. Cependant que toutes les productions d'origine renouvelable sont comptabilisées selon leur équivalent physique de 1 MWh égale 0,086 tonnes équivalent pétrole AL', exception de la géothermie prise pour 1 MWh égale 0,86 tonnes équivalent pétrole, rendement supposé de 10%. Tableau 1. Tableau de correspondance entre énergie électrique, exprimée en MWH ou TWH, et énergie primaire. Ce tableau est établi conformément aux règles de l'Agence internationale de l'énergie qui sont censées prendre en compte les rendements respectifs des différentes filières de production de l'électricité source, hauteur. Le tableau 1 récapitule ces conventions. Cette façon de procéder ne saurait être parfaite, puisque la sommation de formes différentes d'énergie est impossible. Ces imperfections vont en s'accentuant au fur et à mesure que se développent de nouvelles formes d'énergie. À terme, les performances des réacteurs de 4e génération rendront par exemple complètement inadaptée la règle relative au nucléaire, et que se renforcent de nouvelles préoccupations et en particulier la limitation des émissions de CO2. L'encadré 1, les paradoxes de la comptabilité de l'énergie. En fin de chapitre explicite les résultats déroutants auxquels conduisent les règles statistiques actuelles quand on les applique, sans discernement, à quelques grandes questions du moment, telles que la pénétration des énergies renouvelables, le développement du véhicule électrique et celui de la pompe à chaleur. On pourrait trouver bien d'autres exemples de paradoxes statistiques. On constate par exemple qu'en France, certaines années, la consommation d'énergie primaire augmente alors que la consommation d'énergie finale diminue, ou inversement. Quand faut-il se réjouir de l'évolution ? Il faut donc considérer avec beaucoup de prudence les statistiques et les comparaisons. Nous y reviendrons au chapitre 9, des énergies renouvelables, jusqu'où ? Les supporters des énergies renouvelables raisonnent également souvent en puissance installée, et font valoir, par exemple, qu'un parc de production d'électricité d'origine éolienne de 7500 MW est installé en France à la fin 2012 et que ceci équivaut à 5 tranches nucléaires ou permet de couvrir les besoins de X millions d'habitants. Ceci a un sens à un moment donné, si toutes les éoliennes sont en activité à cet instant précis. Mais ceci est biaisé si la comparaison porte sur la production annuelle, ou sur la puissance garantie. Les transferts d'énergie, un peu de thermodynamie. Ces remarques mettent en évidence la difficulté qu'il y a à saisir correctement la notion d'énergie, et le risque de tirer des conclusions erronées à partir d'indicateurs trop synthétiques. La notion d'énergie est plus facile à décrire lorsqu'on renonce à l'appréhender de façon absolue, et quand on la considère comme une grandeur représentative des interactions entre deux sous-systèmes. Le développement de toute interaction nécessite, quel que soit le phénomène, un transfert ou une transformation d'énergie. C'est cette universalité de l'énergie,
jointe au premier principe de la thermodynamique qui en assure la transversalité. Elle fait la force du concept et assure la cohérence de toutes les branches de la physique, et explique l'importance de l'énergie en économie. Du transfert d'énergie dépend l'intensité de l'interaction, quelle qu'en soit la nature. Un cycliste va plus ou moins vite selon qu'il appuie plus ou moins sur les pédales. Une automobile va plus vite si son moteur passe à un régime supérieur et absorbe davantage de carburant. L'éclairage sera plus fort si la puissance lumineuse d'une lampe augmente. Un individu aura une impression de chaleur d'autant plus forte qu'il recevra une plus grande quantité de chaleur d'une source chaude, etc. Aucun phénomène ne peut donc se développer sans transfert d'énergie. Au niveau le plus élémentaire et le plus conceptuel, manipuler des bits d'information met en jeu de l'énergie. Rolf Landauer a montré en 1961 que le minimum d'énergie nécessaire pour effacer un bit était égal à kT xln2, K étant la constante de Boltzmann et T la température du système, soit 0,0178 électronvolts ou 2,85 10 à 21 J à 25 degrés Celsius. La justesse de cette théorie a été validée expérimentalement en 2012 par une équipe du laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon. L'énergie se transmet et ce faisant permet à une action de s'exercer. Ce principe très général va à l'encontre de l'idée promue par certains selon laquelle une vie serait possible qui soit faite d'un ensemble d'activités, exemptes de toute dépense d'énergie. Mais si le concept d'énergie zéro est un non-sens, combien faut-il transférer d'énergie pour qu'une action soit possible ? Le premier principe de la thermodynamique apporte une première réponse. On comprend par exemple que pour élever une cage d'ascenseur, il faut lui apporter à minima une quantité d'énergie proportionnelle au nombre d'étages. On comprend que pour porter de l'eau de la température ambiante à une température donnée, il faut lui apporter une quantité minimale de chaleur fonction linéaire de cette température. Il est généralement possible dans une interaction d'analyser les flux d'énergie et d'isoler ceux qui concourent réellement à l'objectif recherché. Prenons le cas du chauffage des locaux. Les êtres humains, dont la température du corps est de 37 degrés Celsius, ont besoin de compenser les pertes de chaleur de leur corps avec l'environnement extérieur qui leur donne une impression de froid. Ils le font en revêtant des vêtements qui les isolent du froid, ou en absorbant des nourritures ou des boissons énergisantes. Mais il faut souvent en venir à se chauffer, et le chauffage des locaux est, comme chacun sait, un poste de dépense important. Il faut en effet compenser les pertes qui interviennent par conduction, convection et radiation. Mieux isoler les logements et les bureaux, lutter contre les courants d'air, installer des doubles vitrages pour éviter le phénomène de parois froides sont autant de remèdes, relevant du premier principe de la thermodynamique, qui évite de chauffer inutilement l'espace externe au local considéré. Mais on peut aller plus loin et chauffer le pèlerin et pas l'église, grâce à des systèmes de chauffage infrarouge dont le rayonnement, si la longueur d'onde est bien choisie, typiquement entre 2 et 10 micromètres, viendra réchauffer le corps humain sans réchauffer l'air ambiant. Ces chauffages radiants, que l'on trouve non seulement dans les églises mais aussi à la terrasse des cafés, ont l'inconvénient de ne réchauffer que la partie du corps qui est en exposition directe. On a donc trop chaud devant et trop froid derrière. Un meilleur confort est apporté par un chauffage approprié de l'environnement de vie. Mais comment faire alors pour réduire au minimum l'apport d'énergie nécessaire, ou du moins l'apport d'énergie donnant lieu à facturation ? C'est ici qu'intervient le concept de pompe à chaleur qui nous conduit au second principe de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique constitue l'une des lois fondamentales de la physique dont la compréhension, au moins dans ses généralités, est indispensable à l'appréhension de la problématique de l'énergie. Usuellement, l'introduction du second principe se fait au travers du théorème de Carnot, ou égalité de Clausius-Carnot, qui en thermodynamique, régit l'obtention de travail à partir de deux sources de chaleur de température constante. Mais cette approche scolaire classique ne fait pas toujours suffisamment comprendre la très grande généralité du second principe, axé sur les irréversibilités et l'évolution spontanée des systèmes vers un état stationnaire caractérisé par l'uniformité. La vie courante est truffée d'irréversibilité. Un verre se casse et il n'est pas possible de le reconstituer. Un explosif se brise et il serait bien difficile d'en rassembler les ingrédients.
le morceau de sucre se dissout dans le café et il devient rapidement impossible de le reconstituer. Les frottements ralentissent un pendule et celui-ci ne redémarrera pas spontanément, etc. Les phénomènes réels sont dissipatifs et les systèmes ne peuvent pas revenir en arrière de façon spontanée. L'évolution se fait dans un sens. C'est la flèche du temps que l'on observe à tous les niveaux, aussi bien au niveau microscopique qu'au niveau de l'univers tout entier. Cette évolution se fait toujours vers davantage de désordre, jusqu'à ce que le stade de l'uniformité soit atteint, où tout caractère distinctif a été ôté et où le système n'a plus de raison d'évoluer. C'est le stade du désordre voire du chaos total, où tout est mélangé. Il est rapidement atteint lorsqu'on mélange l'eau au vin. Il le sera un jour lorsque l'expansion de l'univers sera achevée sans que l'on sache dire si malgré ces 14 milliards d'années, il en est encore au début ou déjà vers la fin de sa course vers l'infini. Peu de lois physiques prennent en compte cette irréversibilité, et c'est là l'apport fondamental du second principe de la thermodynamie. Ce principe pose qu'un système, en l'absence d'interaction avec l'extérieur, évolue spontanément vers un désordre croissant qu'il est de plus en plus difficile à décrire faute d'informations. Prenons l'exemple d'une salle de réunion réservée la veille pour un ensemble de participants. Quand ceux-ci prennent possession de la salle, on sait parfaitement combien de sièges ont été installés et à quels emplacements. À la fin de la journée, après plusieurs heures de discussion, le désordre s'est installé. La salle est sans dessus-dessous, mais personne dans le couloir ne peut savoir dans quel état exact elle se trouve. Mais on sait que l'intervention de personnel de service extérieur à la salle permettra de remettre en ordre celle-ci pour le lendemain. Pour décrire cette évolution spontanée vers toujours plus désordre, le second principe introduit la notion d'entropie qui est une fonction d'état caractérisant le manque d'information sur le système. Dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter et le désordre s'installer. Ceci ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de revenir en arrière, mais il faut alors transférer l'entropie vers le système extérieur grâce à l'injection de travail. La notion d'entropie est d'une généralité absolue. L'analyse statistique des phénomènes a permis à Claude Shannon, 2001, d'établir un parallèle fondamental entre les systèmes thermodynamiques et les systèmes d'information en considérant les probabilités d'occurrence des différents messages émis par une source. L'entropie de Shannon est une mesure du degré d'incertitude régnant sur les informations produites par cette source. Elle se formalise de façon similaire à l'entropie de Boltzmann utilisée en thermodynamique, et les travaux de Léon Brillouin, 1969, ont permis de faire le lien entre les deux. On peut penser également que la propension au désordre que nous avons souligné dans notre exemple de la salle de réunion se retrouve également au niveau des sociétés, et que les démocraties tombent progressivement dans le chaos jusqu'à ce qu'un gouvernement extérieur au système vienne y remettre de l'ordre, parfois manu militari. Plusieurs auteurs ont dans le même ordre d'idées décrit la dégradation progressive des sociétés vers ce qu'Émile Durkheim, 1914, a appelé l'anomie, c'est-à-dire une situation caractérisée par une désintégration des normes qui règlent la conduite des hommes et assurent l'ordre social. L'encadré 2, rappel de thermodynamique élémentaire, en fin de chapitre permet de comprendre comment les calculs d'entropie peuvent être conduits dans le cas particulier des systèmes thermodynamiques caractérisés par les notions macroscopiques de température et de pression. L'énergie n'existe qu'au travers des phénomènes qu'elle rend possible par ses échanges et par ses transformations. Sans énergie, aucune activité n'est possible. Mais dans ces échanges ou ces transformations, l'énergie se dégrade et l'entropie croît, sauf si un apport d'énergie, venant d'une source extérieure, permet de diminuer le niveau entropique, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans le système. Prenons le cas du charbon et du pétrole. Il a fallu des centaines de millions d'années et l'apport de l'énergie solaire pour que la biomasse luxuriante qui se développait à la surface de la Terre au temps géologique débarrasse l'atmosphère terrestre de son excès de CO2, et avec le renfort des algues, vienne constituer, en combinaison avec les sédiments, de gigantesques accumulations de kérogène, substance intermédiaire entre la matière organique et les combustibles fossiles. Puis en quelques 100 millions d'années, sous l'influence de deux autres formes d'énergie première, la chaleur de la Terre et la pression des sédiments, ce kérogène s'est transformé selon les circonstances, en charbon, en gaz ou en pétrole, toute forme d'énergie dite fossile que nous exploitons aujourd'hui.
Cette exploitation nous permet de développer nos activités humaines, mais elle engendre des rejets de CO2 qui constituent une préoccupation majeure de nos civilisations, puisque ce sont 50 GT, un GT égale 1 milliard de tonnes, de CO2 qui sont renvoyés chaque année dans l'atmosphère. L'homme a recréé le désordre en quelques décennies, là où les apports d'énergie du Soleil et de la Terre étaient parvenus en quelques centaines de millions d'années à créer l'ordre et à empiler sagement les couches d'énergie fossile. Pour lutter contre cette montée inquiétante de l'entropie, on a imaginé de capter le CO2 émis par les installations thermiques et de le réinjecter dans le sous-sol. Plusieurs filières de capture du CO2 sont en développement depuis des décennies, avec des résultats mitigés. Nous en parlerons au chapitre 10, Energies conventionnelles sans carbone. Certains s'étonnent que ces procédés, en admettant qu'ils puissent être un jour mis au moins industriellement, conduisent à une dégradation sensible du rendement des centrales qui en seront équipées. Typiquement, la perte de rendement est de 12 points environ. Mais il n'y a là rien que de très naturel, et rien d'autre que l'application du second principe de la thermodynamie. Vouloir recréer de l'ordre, même partiel, en extrayant le CO2 des fumées et en venant le séquestrer en couches géologiques profondes, ne peut se faire sans un apport de travail à prélever sur les quantités d'électricité produites. Il faudra donc davantage de charbon ou de gaz pour produire le même nombre de TWh, et même si ces solutions constituent un pis-aller dans un monde pris à la gorge par les rejets de CO2, on comprend que, dans une optique de développement durable, certaines organisations n'acceptent pas de considérer que la technique de capture et de stockage du charbon constitue une véritable solution aux problèmes environnementaux que soulève la croissance des consommations d'énergie. Réflexion sur l'efficacité énergétique. De ce rapide tour d'horizon, on retiendra que l'énergie est indispensable à toute activité humaine, qu'elle est multiforme et qu'elle a malheureusement tendance à se dégrader. Nous vivons aujourd'hui sur stock, c'est-à-dire en utilisant les réserves que la nature nous a léguées sous forme d'énergie fossile ou nucléaire. Sera-t-il possible de revivre un jour sur flux, c'est-à-dire en utilisant exclusivement les flux d'énergie gratuite qui nous viennent du Soleil et de la Terre et en minimisant l'entropie rejetée dans l'espace environnant ? Peut-être, c'est l'enjeu de beaucoup de débats. Dans l'immédiat, et pour faire une juste application du principe de précaution, il faut utiliser de façon ménagère les ressources que nous avons reçues en héritage et donc porter la plus grande attention à l'efficacité énergétique qui, à la différence des économies d'énergie, présente un sens précis et se définit comme le rapport entre l'énergie utile en sortie d'un système et l'énergie fournie par les utilisateurs en entrée de ce système. L'efficacité énergétique peut prendre n'importe quelle valeur positive. Elle se distingue donc du rendement, qui est le rapport entre l'énergie utile mesurée en sortie et l'énergie utile maximale théorique en sortie, pour un apport d'énergie donné. Le rendement s'identifie également au rapport entre l'efficacité énergétique mesurée et l'efficacité théorique maximale d'un procédé. Un rendement est toujours compris en 0 et 1. C'est l'efficacité énergétique qui détermine la quantité d'énergie utilisée pour parvenir à un résultat donné, et c'est donc elle qu'il faut chercher à optimiser. Il faut en conséquence, en application du premier principe, faire la chasse au transfert d'énergie qui ne participe pas directement à l'obtention de l'effet recherché, c'est-à-dire par exemple isoler du mieux qu'il est possible mais dans une mesure économiquement raisonnable les logements. C'est la fameuse chasse au gaspillage. Mais il faut aussi faire la chasse à l'entropie et rechercher les procédés qui, au regard du deuxième principe, présentent la meilleure efficacité. On pourra par exemple préférer une motorisation électrique à une motorisation thermique, ou bien encore recourir à un système de chauffage par pompe à chaleur plutôt qu'à un système conventionnel. Formulé de la sorte, le concept paraît simple. Mais rien n'est simple dans le domaine de l'énergie. Prise comme élément chauffant de son espace environnant, une lampe à incandescence aura une efficacité énergétique voisine de 1. Mais en tant que source d'énergie lumineuse, son efficacité énergétique sera infiniment plus faible, surtout en tenant compte de la sensibilité de l'œil à une plage de longueur d'onde spécifique, ce qui détermine la puissance exprimée en lumen. Le calcul de l'efficacité énergétique
implique également que l'on identifie soigneusement les limites du système afin de décider des transferts d'énergie à prendre en considération. La pompe à chaleur doit son efficacité énergétique, généralement appelée coefficient de performance, au fait que l'on prend en compte comme énergie apportée au système le seul travail fourni au compresseur. Il n'est pas rare d'atteindre alors des efficacités de 1,5 à 5 selon la température de la source froide. Mais cette efficacité serait au plus égale à 1 si l'on devait comptabiliser l'apport d'énergie en provenance de cette source froide, air extérieur, eau ou sol. Ce raisonnement peut paraître spécieux. Pourtant, dans le cas des cellules photovoltaïques, on parle couramment d'une efficacité de 10 ou 15% alors que l'efficacité est infinie si l'on considère comme gratuite et illimitée l'énergie du soleil qui est, en extérieur, la seule apportée au système. En fait, on confond dans ce cas l'efficacité de conversion avec le rendement. En prenant en compte l'énergie solaire comme apport, l'efficacité énergétique théorique est d'environ 0,95 puisque la température de la source chaude, le soleil, est d'environ 5500 Kelvin dans la pratique, elle est très inférieure et se situe aux environs de 15%, avec un maximum obtenu à ce jour de 42,8% en laboratoire, mais comme l'efficacité théorique est voisine de 1, l'efficacité pratique est s'apostrophe. Identifiée au rendement, à la condition que l'on prenne en compte l'énergie solaire dans les apports. L'identification des énergies gratuites n'est donc pas aussi élémentaire qu'il y paraît. There's no such thing as a free lunch, dans le domaine de l'énergie comme dans tout autre. L'adage selon lequel l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, n'a hormis le cas des gaspillages les plus manifestes, aucune réalité. Les énergies gratuites, qu'il s'agisse des apports d'énergie renouvelable ou d'une moindre consommation d'énergie conventionnelle, n'ont que les apparences de la gratuité. Ceci nous amène à la notion d'énergie grise. Pour fabriquer, transporter, recycler un matériau ou un produit, il faut de l'énergie et cette énergie grise qui apparaît tout au long du cycle de vie peut être très supérieure à la consommation d'énergie du produit fini sur une période donnée. Le bilan énergétique des bâtiments à très basse consommation, ou à énergie positive, doit prendre en compte, dans un calcul en analyse du cycle de vie, ACV, toutes les consommations d'énergie auxquelles il faut consentir à chacune des étapes de leur construction. La notion d'énergie grise est similaire à celle de taux de retour énergétique, TRE, ou Energy Return on Investment, EROI, propre au secteur de l'énergie. Pour chaque source d'énergie, il faut en effet investir une certaine quantité d'énergie avant de pouvoir l'exploiter. Le ratio entre l'énergie récupérée et l'énergie investie, ou taux de retour énergétique, caractérise l'efficacité du processus de production. Le TRE est particulièrement fort, typiquement de 10 à 50, dans le cas des gisements d'énergie fossile les plus faciles puisque le travail de mise en ordre de la ressource a déjà été fait par le Soleil et la Terre au fil des millénaires. Il est plus faible dès que l'on s'adresse à des gisements plus difficiles, et notamment aux hydrocarbures non conventionnels encore prisonniers de leur roche-mère. Il est alors de l'ordre de 3 à 5. Il devient encore plus faible, de 0,7 à 1,5, dès qu'il s'agit de récolter, par l'intermédiaire d'une filière biomassique, de l'énergie solaire à l'état brut, afin d'en produire des biocarburants. Mais produire ou économiser l'énergie ne nécessite pas seulement de l'énergie. Il faut aussi des matières premières, des métaux notamment. Ces matières premières peuvent être abondantes, c'est le cas du fer et pendant des siècles l'homme s'est contenté d'utiliser une dizaine d'éléments. L'énergie nous incite aujourd'hui à visiter le tableau de Mendeleïev, 1907. L'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables conduisent à un transfert des énergies fossiles vers des matières premières qui peuvent être rares. C'est le cas de l'indium et de l'yttrium des cellules photovoltaïques, du lithium des batteries, du néodyme des aimants permanents des moteurs, du palladium ou du platine des catalyseurs, du lantane, du cérium, du terbium, de l'europium utilisé dans les techniques de l'éclairage. 18 de ces métaux furent qualifiés de terres rares au début du XIXe siècle du fait que leurs minerais étaient peu courants, éparpillés et difficiles à traiter. Là encore, la nature ne fait pas de cadeaux. L'indépendance et l'économie que l'on cherche à faire d'un côté peut être reprise d'un autre, et l'on connaît le poids que la Chine, en contrôlant 95% de l'offre en terres rares, exerce dans ce domaine. Produire ou économiser l'énergie
nécessite aussi de la main-d'œuvre et des investissements et a donc un coût qui pèse, sauf anomalie dans le système des prix, sur le consommateur. L'énergie a également un coût social. Elle est source d'inégalités, de sacrifices et de conflits, même si elle concourt globalement au bien-être de l'homme, comme nous le développerons dans le chapitre 2, l'énergie au cœur de la croissance. Enfin, l'énergie est source de pouvoir. L'économie de la France, qui a importé 61,7 milliards d'euros d'hydrocarbures en 2012, souffre de sa dépendance énergétique alors que les fonds souverains des grands pays producteurs permettent à leurs détenteurs d'être respectés sur la scène internationale. Mais l'énergie ne suffit pas à faire le bonheur des peuples. Certains États, hélas peu nombreux, gèrent leurs ressources de façon avisée et créent grâce à elles des richesses durables. D'autres gaspillent leurs ressources en dépenses insensées. C'est comme si le second principe de la thermodynamique s'appliquait également aux États. Dans certains cas, la transformation de la ressource naturelle en bien durable se fait avec un minimum de pertes, dans d'autres la transformation se fait avec une efficacité quasiment nulle. Certains États sont négantropiques, 17, d'autres sont totalement anthropiques. Traiter de la question de l'énergie amène ainsi à traiter de l'ensemble des phénomènes économiques, politiques et sociaux. La thermodynamique et l'étude des grands équilibres est précieuse pour comprendre quelques grands invariants et quelques directions essentielles. Mais à partir du moment où l'exploitation et la répartition des richesses sont en jeu, on voit bien que l'on sort du cadre de la physique et qu'il faut, pour comprendre l'énergie, prendre en compte des facteurs beaucoup plus subjectifs qui tiennent à la nature de l'homme et à ses aspirations. Les paradoxes de la comptabilité de l'énergie. Exemple numéro 1. Considérons le cas d'école d'un pays dont les consommations finales se résumeraient à 180 TWh d'électricité à 100% d'origine fossile, les pertes en ligne étant négligées, 60 MTEP de consommation d'énergie fossile d'origine diverse, utilisée comme combustible, en sus de la production d'électricité, carburant et matières premières. Supposons que deux stratégies de transition du système électrique soient envisagées. L'une nucléaire, dans laquelle 100% de l'électricité deviendrait d'origine nucléaire. L'une renouvelable, dans laquelle 100% de l'électricité deviendrait d'origine renouvelable. Le tableau 2 récapitule l'évolution des bilans énergétiques qui résulteraient de chacun de ces scénarios, assortis de quelques indicateurs clés. Tableau 2. Cas d'école numéro 1, analyse de l'impact de l'évolution d'un mix électrique sur les bilans énergétiques, source, auteur. Le scénario nucléaire ne génère aucune économie d'énergie primaire alors que le scénario renouvelable fait apparaître une réduction de 24,5%. Cette économie est illusoire. Elle ne correspond à aucun effort d'économie particulier et résulte simplement de la différence des coefficients d'équivalence adoptés pour le calcul de l'énergie primaire. Mais de cette économie statistique découle une pénalisation dans l'évaluation du taux d'indépendance énergétique. Si celui-ci passe à 40% dans le cas du scénario nucléaire, il n'est, à service rendu équivalent, que de 20,5% dans le cas du scénario renouvelable, ce qui est absurde. Quant au pourcent d'énergie non carbonée, il ressort de la même façon à 40% dans le scénario nucléaire, et à 20,5% seulement dans le scénario renouvelable. La méthode de comptabilisation de l'énergie primaire biaise donc de façon très importante la façon dont l'impact des politiques énergétiques peut être présenté. Elle favorise les énergies renouvelables si l'on donne la priorité aux critères énergie primaire, mais elle leur est défavorable si l'on retient comme critère la part d'énergie non carbonée et le taux d'indépendance énergétique. D'une façon générale, le critère énergie primaire ne reflète pas correctement l'importance que les énergies renouvelables prennent dans notre approvisionnement. On pourrait en conséquence être tenté d'abandonner la comptabilité en énergie primaire et de ne s'intéresser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.